Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette huitième vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour GeoScience. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la bibliothèque Seaborn. Parce que précédemment, nous avons déjà parlé des bibliothèques Matplotlib, Pandas et NumPy. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la bibliothèque Seaborn. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguéap Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga au Cameroun, spécialisé en géostatistique. Alors aujourd'hui, donc, je vais essayer de m'entretenir avec vous sur la bibliothèque Seaborn, qui est une bibliothèque importante dans le domaine des géosciences, car elle permet de la visualisation des données. Et donc, nous savons parfaitement que, principalement donc, dans les géosciences, quand on parle de géosciences, il s'agit ici plus ou moins des sciences qui regroupent des données, ou alors qui utilisent des données à une position spatiale. Et qui parle de données qui ont une position spatiale, parle ici de données qui ont une certaine répartition, une certaine disposition. Alors, la bibliothèque Seaborn a ceci de particulier qu'elle permet, au même titre que la bibliothèque Matplotlib, de ressortir des graphes, des graphiques, des diagrammes de dispersion qui permettent, en d'autres termes, d'analyser la distribution des données, distribution spatiale des données, d'analyser par exemple les effectifs sous forme par les lois, différentes lois que suivent les données. Et donc, toutes ces informations-là nous permettent, en d'autres termes, de pouvoir conclure sur pas mal d'éléments, pas mal d'hypothèses, ou alors d'énoncer pas mal d'hypothèses. Dans le cadre, par exemple, de la géostatistique, lorsqu'on utilise l'analyse statistique des données, ou alors lorsqu'on étudie une analyse exploratoire des données, les graphes sont capitaux. Ou alors, on va dire, quand on fait un graphe en particulier, ce graphe-là a une importance capitale parce qu'il nous permet d'étudier la distribution des données. Des graphes tels que l'histogramme, les lois de densité, des graphes tels que les nuages de points nous permettent entre autres de spéculer sur des hypothèses de stationnarité. Alors, ici, donc, principalement, donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour toi qui ne t'es pas encore abonné sur notre page, n'hésite pas à liker nos publications, à t'abonner sur notre page et à partager nos différentes publications pour que l'algorithme Facebook et YouTube continue à proposer notre contenu à d'autres personnes qui, comme toi, souhaiteraient participer à ce challenge. Alors, sans plus tarder, let's go. Nous allons, de façon générale, aujourd'hui, on va travailler sur, de prime abord, nous allons déjà débuter par montrer en fait le fait que la bibliothèque Seaborn est une bibliothèque indispensable pour les jeux scientifiques. Parce que, comme je disais tantôt, elle permet de réaliser tous les différents éléments que j'ai pu citer précédemment en ce qui concerne la visualisation des données géospatiales, les statistiques intégrées et la personnalisation avancée des différents graphes qui sont utilisés. Nous allons débuter ici avec les diagrammes de dispersion. Alors, dans les diagrammes de dispersion, nous avons le nuage de points ou encore le scatter plot. Nous allons commencer par importer la base de données. Après importation de base de données, donc, nous allons essayer de visualiser la base de données que nous souhaitons avec laquelle nous souhaitons travailler. Donc, une fois que cela est fait, cette partie-ci, code ici permet d'importer les différentes bibliothèques. Avec cette ligne de code qu'on peut chercher directement dans la bibliothèque, la fonction qu'on peut chercher directement dans la bibliothèque Pandas, on pourra importer dans notre base de données Jura. Alors, après avoir importé cette base de données, donc je vais essayer d'afficher la base de données pour que vous et moi, nous puissions ensemble apprécier les différents éléments constitutifs de cette base de données. Alors, dans la base de données, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les positions spatiales, c'est-à-dire X et Y. Nous avons les faciès, nous avons les teneurs en différents minerais, à savoir le cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc. Voilà donc tous les paramètres qui entrent en compte dans notre base de données. Et nous avons pratiquement plus de 250 occurrences en fonction des différents éléments. Alors, ici, principalement, donc, je peux décider d'afficher les 250, ou alors je peux décider d'afficher 4, ou alors je peux décider d'afficher 10. Ça dépend de moi. Le méthode d'observer, c'est libre. Donc, une fois que cela soit fait, on va maintenant y appliquer la fonction scatterplot. Je vais appliquer la fonction scatterplot ici. Elle va me permettre de faire quoi? Elle va tout simplement me permettre de pouvoir ressortir le nuage des points. Ce que je cherche en premier, c'est de ressortir un nuage des points de X en fonction de Y. Voir comment, on va dire comment est-ce que on a en fait la répartition spatiale des différents points qui ont été échantillonnés. Et donc, une fois que vous avez fait cela,
par exemple, vous exécutez, vous vous rendez compte que on a affaire à cette répartition, à ce graphe en particulier qui nous permet d'apprécier la disposition spatiale. Ça peut maintenant arriver que cela ne m'intéresse pas. Je souhaiterais pas. Ce que je souhaite maintenant faire, c'est d'observer plutôt la répartition spatiale d'un minéral en particulier en fonction d'une direction préférentielle. Donc, je vais ici, par exemple, essayer d'observer la répartition spatiale du cuivre en fonction de la direction X et la répartition spatiale du cuivre en fonction de la direction Y. Et ensemble, donc, nous allons apprécier comment est-ce que le cuivre est réparti en fonction d'un axe préférentiel. Je vais débuter ici avec le cuivre en fonction de X. Donc là, on va juste sélectionner ces lignes de code. Ok, voilà la répartition du cuivre en fonction de la direction X. On pourrait aussi vouloir observer cette répartition en fonction de la direction Y. Ce qu'on va essayer de faire là maintenant. Je vais aussi préparer cette ligne de code. Après, on va l'observer en fonction de la direction. On va essayer de l'observer en fonction de la direction Y. Ok, ça c'est fait. On compile. Ok, il y a une ligne, il y a une erreur alors. Super, c'était ça le problème. Effectivement, et comme vous voyez l'erreur qui vient de se dérouler là, c'était tout simplement parce que dans la base de données, je répète, dans la base de données, les paramètres X et Y sont majuscules. Donc, si vous les appelez dans le code, il faut effectivement les mettre en majuscules parce que si vous les mettez en minuscules, il n'y aura pas la même information. Et vous pouvez vous rendre compte que dans la base de données que vous avez, dans le graphe qui vient d'apparaître, qui permet de visualiser la répartition spatiale du cuivre en fonction de X et la répartition spatiale du cuivre en fonction de Y, cette répartition spatiale-là nous permet encore autre de spéculer sur des hypothèses de stationnarité. Bon, ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. Ici, on va juste ressortir les différents graphes. Alors, une fois ça fait, je peux maintenant avoir besoin de modifier, par exemple, c'est-à-dire la taille de mon graphe. Comme vous le voyez, c'est une dimension prédéfinie. Je peux avoir besoin d'effectuer une modification sur cette dimension-là, en vue d'observer ou alors d'appréhender mon graphe ou alors ma distribution sur d'autres angles. Donc, je vais par exemple revenir ici et j'essaye d'obtenir cette distribution spatiale en fonction du nickel. Vous avez le choix. La base de données, elle est tellement fournie que vous avez la possibilité d'effectuer vos différentes visualisations. Alors, pour pouvoir donc changer les dimensions de ma dataset, de ma figure ou alors du plot qui a été effectué, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais utiliser la fonction figure. La fonction figure, dans figure, c'est pour faire quoi? C'est pour générer une figure. Déjà de 1, nous avons vu ça déjà dans la vidéo précédente. Pour ceux qui avaient été avec nous hier, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire ce que vous avez pu comprendre par rapport à cette vidéo-là. Alors, ici maintenant, nous avons pris la fonction figure que nous avons utilisée dans la bibliothèque Matplotlib. Vous comprenez donc avec moi pourquoi est-ce que, en prélude à l'organisation de cette, on va dire comment, de ce notebook, en prélude à l'organisation de ce notebook-là, nous avons importer la bibliothèque Matplotlib parce qu'on savait que plus tard nous allons l'utiliser. Et donc on peut chercher cette fonction dans Matplotlib et puis on utilise la fonction fixsize. Fixsize ici va nous permettre donc d'effectuer des modifications sur la taille de notre figure. Donc je vais tant plus tarder compiler dans cet élément. Ok, lorsque je compile, vous voyez, j'effectue une modification assez simple. Je peux modifier la taille des différents pixels. Là, je peux prendre par exemple 7 et puis ensemble on observe aussi. Voilà, vous voyez, effectivement, ça, à chaque fois que je change des paramètres, ça effectue une modification sur la répartition spatiale. Ici, c'est le nickel. Et je donne encore une remarque en plus. La dernière fois, lorsque nous avons travaillé, si vous n'avez pas oublié sur Matplotlib, pour que nous puissions, pour que nous puissions labelliser notre figure, nous devions nous-mêmes utiliser la fonction XLabel ou alors YLabel. Ici maintenant, vous vous rendez compte que c'est en fait ça la beauté de la science parce que plus on évolue, plus on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui deviennent faciles à utiliser et faciles à implémenter. La bibliothèque Seaborn par exemple nous permet encore autre de labelliser directement parce que vous voyez ici là, vous voyez ça labellise directement les axes sans que vous n'ayez le besoin de le faire manuellement. Et ça c'est un avantage et c'est un atout capital lorsque vous travaillez parce que ça facilite le travail et c'est tout ce qu'on recherche en fait, ça facilite le travail. Donc sans plus tarder, nous allons poursuivre avec toujours dans la même lancée. Vous voyez, observez bien ce graphe.
Dans ce graphe-ci, j'ai modifié la taille du graphe et ça m'a permis donc de voir les choses sous un autre angle. Je peux maintenant modifier la résolution. La résolution est différente de la taille. Et en tout cas, quand on parle de résolution, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les filles, que ce soit les filles ou bien les garçons qui ont l'habitude d'utiliser les appareils photo, ils savent bien ce qu'on entend par résolution, c'est-à-dire 12 mégapixels, 25 mégapixels, 13 mégapixels, 7 mégapixels. Ça, en fait, ça compte, il s'agit de résolution, de la qualité de l'image ou alors la qualité du contenu. Donc ici, donc, je vais faire en sorte que l'image, du moins que la qualité soit un peu plus d'un certain niveau. Donc pour ce faire, donc, je vais tout simplement venir là et je vais y appeler une autre fonction que je vais introduire dans la figure parce que c'est la taille de la résolution de la figure qui va changer. Et donc, je vais appeler donc un paramètre, le paramètre DPI. Et je vais spécifier la taille à 200 pixels pour qu'on essaye de voir ce que ça donne. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez, la résolution elle est complètement différente ici parce que on observe les choses de façon différente. Je peux modifier encore, revenir à ce niveau. Je vais mettre 5 là et j'exécute. J'observais cette répartition spatiale-ci de façon easy. Par la suite, donc, une fois que j'ai fini avec cette répartition-là, mon objectif, en fait, il est quoi? Je souhaiterais observer la répartition spatiale, n'est-ce pas? On va dire ça comment? La répartition spatiale du cuivre dans une direction préférentielle, mais que cela varie en fonction des faciès ou alors de la lithologie. Et donc, si par exemple, malheureusement, cette base de données n'est pas assez fournie, mais on aura peut-être l'occasion. Si vous avez des bases de données, n'hésitez peut-être pas à nous les faire parvenir. Ça nous permettrait de travailler un peu plus en profondeur sur un ensemble de paramètres. Alors, supposons par exemple que j'ai une base de données, peut-être dans le cadre de celle-ci, où nous avons des faciès qu'on va acclimater à la lithologie. Maintenant, ce que j'essaierai de faire, c'est d'étudier la répartition spatiale de ces faciès-là, par exemple, d'un minéral en particulier, en fonction des faciès. Ça veut dire quoi? Que les couleurs vont changer en fonction du faciès dans lequel se trouve le point échantillonné. Et en fait, c'est ça qui rend la chose assez merveilleuse dans la mesure où Seaborn offre une palette énorme de possibilités. Et donc, pour ce faire, donc, on revient. Je vais toujours prendre la direction préférentielle Y et de X. On va travailler suivant X. Et là, je vais dessiner, par exemple, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre le plomb, par exemple, et puis je vais utiliser un paramètre, le paramètre U. Et à ce paramètre-là, donc, je vais incrémenter dans la colonne des faciès. Une fois que c'est fait, on exécute. Voilà. Vous vous rendez compte que, ok, je vais essayer d'effectuer une certaine modification au niveau de la taille de la figure pour la ramener un peu plus à, on va mettre 5,5. Je veux quelque chose de carré. La régularité, hein. Tellement. Ok, une fois que c'est fait, voilà, vous voyez, c'est un peu plus gros. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la taille des pixels. Donc, je peux essayer d'effectuer une modification ici. Je vais mettre 100. Ok. Voilà, vous voyez, le rendu il est tout autre. C'est trop petit maintenant. Non, je vais mettre 150. Trop petit maintenant. Je vais mettre 150. Ok, là, on exécute et puis voilà, super. Donc voilà, en fait, le rendu tel que vous pouvez le remarquer à l'écran. Je trouve ça plus intéressant comme ça. Maintenant, si vous sauvegardez l'image ici, par exemple, avec le code CFIC que nous avons fait la dernière fois, vous allez vous rendre compte que la résolution, lorsque vous allez afficher le résultat de cette image, elle sera bien supérieure à si on avait mis une résolution de 50 ou de 100. Vous pouvez vous exercer à la maison et puis bon, vous nous revenez en commentaire pour nous montrer quels sont les résultats que vous avez obtenus. Poursuivons. Maintenant, ce que je souhaite, c'est non seulement d'afficher la répartition, par exemple, en fonction du cuivre, c'est-à-dire dans une direction préférentielle, la répartition spatiale du cuivre, mais aussi, j'aimerais que la teneur soit un facteur capital. Quand je dis la teneur soit un facteur capital, ça veut dire quoi? Que j'étudie la répartition spatiale dans une direction préférentielle, peut-être on va choisir ici la direction X, du cuivre, par exemple, ou bien du plomb. Oui, du plomb. Maintenant, quand j'étudie dans une direction préférentielle du plomb, par exemple, ce qui va se passer, c'est que je veux avoir les teneurs, c'est-à-dire, on va dire ça comment?
Je veux que l'échantillon prenne la grosseur en fonction de la teneur du minerai. Donc, je crasse dans une direction préférentielle. Maintenant, plus le cercle sera gros, plus la teneur du minerai serait élevée. Et c'est valable même dans le cas, par exemple, si j'étudie peut-être la répartition spatiale du dioxyde de carbone, ou alors de l'oxygène, ou alors de n'importe quel polluant dans l'atmosphère ou dans le sol. Je n'aurais qu'à utiliser cela pour me permettre de savoir, je sais particulièrement que, ok, ici je vais mettre le plomb, je vais compiler. Oui, ça prend tout son temps, bien sûr. Voilà, oui, je vais modifier aussi certains paramètres là. On va prendre 150. Là, j'aime les choses qui sont un peu carrées. On va aussi modifier là. On va prendre ça. Et puis, on compile, va. Voilà, voilà quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on observe? On se rend compte que les échantillons qui sont éloignés de la distribution, d'une distribution, on va dire plus ou moins, qui tend à aller dans ce sens-ci. Les échantillons les plus éloignés sont celles qui ont la plus forte concentration. Souvent, les échantillons les plus éloignés sont celles qui ont la plus forte concentration. Bon, et bon, effectivement, ça ne fait pas l'objectif de notre étude ici, donc on va pas s'attarder dessus, mais ça vous permet juste de voir que plus la teneur du minerai est élevée, plus le cercle en fait qui matérialise cette teneur-là est grosse. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre. Maintenant, je vais tout simplement, j'aimerais afficher en fonction du graphique aussi en fonction du CU. C'est-à-dire que je vais utiliser la répartition spatiale et je me souhaiterais donc le U ici, comme on le disait tantôt, on l'a déjà utilisé. En fonction U, nous l'avons utilisé ici plus haut. Elle nous permettait entre autres d'observer les éléments, la répartition spatiale d'un élément, en fait, les couleurs variaient en fonction des paramètres choisis dans cet élément qui sont dans cette colonne-là. Ici, par exemple, nous avions 5 faciès et donc les couleurs variaient, les échantillons des différentes couleurs variaient en fonction du faciès dans lequel l'échantillon se trouvait. Et on peut se rendre compte que ici, on a donc ces divers paramètres. Mais c'est seulement quelque chose qui est beaucoup plus utilisé lorsque nous avons des variables qualitatives. Parce que là, par exemple, si j'avais des lithologies différentes. On va dire ça comment? Si j'avais des lithologies, je vais peut-être prendre le marbre, le plomb. Est-ce que ça sera pas intéressant de générer ça une fois pour que vous puissiez observer? On va générer. Ok, je vais essayer de prendre un truc. On va générer, je crois. On va générer une base de données. On va compléter la base de données de départ, pour qu'on puisse avoir à l'intérieur un truc, c'est-à-dire des paramètres théologiques. Le bureau, je vais revenir sur notre dossier de départ, ML. Donc c'est ML. Voilà. Donc dans ML, on va ouvrir Jura. La machine RAM, donc on va patienter un peu. On va ouvrir Jura. Et donc dans Jura, donc je vais ajouter une nouvelle colonne. Je vais appeler la colonne la lithologie. Les choses du blanc. Lithologie. Donc lithologie. On va changer lithologie. Oh, ok, c'est bon. Donc lithologie. Lithologie. Donc maintenant dans ça, je vais créer quoi? Je vais créer différentes lithologies. On va créer différentes lithologies. Donc on va peut-être prendre le Niès. On va prendre ça quelque chose. On va prendre ça juste comme cette façon aléatoire. Niès. Et puis on va répéter sur une certaine distance. Et puis on va prendre par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Le marbre. On va prendre ça de façon aléatoire, hein. Le marbre, on va prendre on va dire granit par exemple. Granit, ça c'est juste pour nous permettre d'avoir une. On va prendre encore la rhyolite. Oui, rhyolite. Oui, donc là on va
ça nous permet juste d'avoir une certaine observation. On va prendre encore quelle roche là, on peut prendre encore quelle roche. Bon, on va dire n'importe quoi, la pouzzolane. Donc là, on va descendre encore, on va en prendre encore quoi. Vous pouvez me donner quelques exemples de roches en commentaire, hein? C'est intéressant aussi. On pourrait prendre encore quelle roche. On va dire n'importe quoi, le basalte. Basalte. Ok, ça on va prendre ça jusqu'à la fin pour éviter de... Super. Donc là on va enregistrer tout simplement. Oui, je conserve le format. Ok, enregistrer. Ouais, enregistrer, comme j'ai dit, enregistrer. Oui, enregistrer. Oui, enregistrer. Donc là, on revient ici, on va partir au niveau de la première ligne. On va réimporter cette base de données. Voilà, vous voyez, l'éthologie est déjà là. Voilà, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais importer maintenant et je vais étudier la lithologie en fond. Je vais étudier la répartition spatiale du plomb dans la direction X en fonction de la lithologie. Voilà. En fonction de la lithologie, vous allez voir ce que ça va nous donner comme élément. Ici, c'est en fait ça qui rend cette partie. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est plus pour des variables qualitatives. C'est plus pour des variables qualitatives. Donc là, on va utiliser ce paramètre là et on va faire ça. Super. Donc là, vous voyez à quel point c'est super, hein, parce que là, on a des couleurs qui sont certes attribuées de façon aléatoire, mais vous pouvez vous rendre en ligne et puis il y a différentes gammes de couleurs qui existent. Hein, les modifications sont disponibles. Vous vous rendez compte qu'ici, on a les différentes gammes, on sait dans quel endroit est-ce qu'on a pris tel ou tel paramètre, quel endroit on a été pris tel ou tel paramètre, et puis ça nous permet de faire une observation assez intéressante. Ça peut maintenant être appliqué à n'importe quel domaine d'activité dans lequel vous êtes en train d'exercer, et puis c'est libre, c'est vraiment libre. Vous avez le libre choix de faire ce que vous souhaitez. Bon, depuis par exemple, quand nous travaillons, nous avons j'avais utilisé le PL Show pour pouvoir afficher les graphiques, mais il faudrait, c'est quand vous êtes dans Google, ou alors dans Jupiter, ça ne dérange pas. Mais une fois que vous tombez si vous tombez dans, par exemple, on va dire ça comment, dans un autre éditeur, ça va être plus complexé. Donc, n'oubliez pas de constamment mettre ce paramètre là, il est important. N'oubliez vraiment pas. Là, on va aussi peut-être voir en fonction du cuivre. Et puis ici, on va toujours utiliser lithologie voir. Donc là, j'ai exécuté et puis voilà ça. On a la répartition. Pour souhaiter sauvegarder l'image, vous avez qu'à cliquer là, ça va sauvegarder et puis vérifier ça sauvegarder. On revient juste là, voilà l'image. C'est ça, je crois. C'est le nom que nous avons donné. Non, c'est pas ce nom que nous avons donné. C'est dans le cas de la vidéo passée. Voilà, c'est plutôt ça. Ok. Donc voilà l'image qui a été sauvegardée. Donc vous pouvez coder. Voilà, ce que je disais tantôt. Ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis la PLT show. On revient. Super. Ici par exemple, à chaque fois il faut préciser ce paramètre aussi. Donc là je vais y venir prendre ça et puis le mettre ici. Donc là on peut prendre ça et puis on va sauvegarder. Ok, donc on revient effectuer une vérification simple là. Voilà, vous voyez effectivement donc c'est important de toujours mettre cet élément là, c'est important. Ok, c'est fait, donc on peut poursuivre. Donc déjà, il faut comprendre que c'est assez intuitif, hein? C'est assez intuitif et puis il y a tellement d'analyses que vous pouvez faire grâce à ce package. Il y a tellement de paramètres que vous pouvez prendre en compte, comme par exemple où on se rend compte que ça peut être appliqué dans n'importe et pas dans n'importe quel secteur d'activité dans le domaine minier. Vous pouvez utiliser la visualisation
pour permettre d'optimiser en fait votre rendement, alors vos calculs à effectuer. Dans le domaine minier, par exemple, vous pouvez étudier par exemple les relations entre les teneurs de minerais et la profondeur des forages. Vous pouvez par exemple étudier la relation entre la taille des particules et la récupération du minerai. Vous pouvez utiliser dans le domaine de l'environnement la relation entre les émissions de dioxyde de carbone et la température globale. Vous pouvez utiliser par exemple étudier la relation entre la concentration des polluants et la santé de l'être humain en fonction des données si vous avez une bonne base de données. Il y a aussi, par exemple, les relations entre les couvertures forestières et la biodiversité. Tout dépend maintenant de la base de données que vous avez. Et donc, il y a pas mal de syntaxes qui peuvent être appliquées dans ce sens-là. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'essaie de faire? Comme d'habitude, j'étudie juste, j'importe la bibliothèque, j'utilise les paramètres en fonction des faciès. Et puis, je vois ce qu'il me donne comme résultat. Si vous compilez, vous avez le résultat suivant. Aussi simple que ça. Dans les diagrammes de distribution, on a parlé des histogrammes, on a parlé des diagrammes de densité, on a parlé des box plots. L'histogramme nous permet ici, entre autres, de visualiser la répartition, la distribution en fonction de différentes fréquences. Et le bin nous permet d'obtenir le nombre d'observations en fonction des bins que nous choisissons. La courbe de densité nous permet d'obtenir la distribution ou alors la loi que suivent les données. Le diagramme de box plot nous donne plusieurs informations. À savoir le premier quartile, le troisième quartile, le minimum, le maximum et la médiane, tout simplement. Donc là, je peux travailler avec, je vais travailler avec la bibliothèque C et je vais essayer d'importer tous les éléments pour tracer un histogramme conjoint. Oui, effectivement, un histogramme conjoint. Donc là, vous voyez, on a les graphes qui sont affichés. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé en fonction du nombre d'occurrences de chaque élément contenu dans la base de données pour tracer tout ça en un seul graphe. Je sais pas, en termes peut-être on va dire ça comment, si on va dire que c'est shine, oui c'est shine, mais est-ce que c'est facile à interpréter? Ça, je pense pas. Et là, c'est complexe. Déjà, depuis nous utilisons, ici par exemple, nous avons utilisé la fonction itsplot. Il y a aussi la fonction displot qui peut être utilisée toujours pour le même objectif en tout cas. Et là, voilà les graphes par exemple que nous obtenons avec cette fonction là, explot. Et puis ici, dans cet élément, dans cette partie-ci, j'essaie de définir en fait un style pour essayer de changer. C'est le style que vous voyez que nous appliquons depuis. Je peux ne pas vouloir ce style là. Par exemple, à la place de dark, là je peux mettre white. White, si je compile, il y a erreur, donc c'est plutôt white, gris. Voilà, vous vous rendez compte que maintenant c'est plutôt en blanc. Et si je compile tout ce qu'on avait eu à compiler jusqu'ici, vous allez vous rendre compte que ça va automatiquement affecter tous ces éléments là. Vous voyez, il y a ce changement qui est direct, parce que je l'ai déjà appliqué sur les différents éléments et donc ça va affecter tous les autres graphes une fois qu'ils sont dans mon notebook. Alors là maintenant je peux vouloir on va dire ça comment, oui, là je peux ici affecter le changement ici, hein, c'est pas un souci. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je peux vouloir ne pas le white gris, le dark gris, je peux mettre juste white, tout simplement gris. Je peux laisser white tout simplement. Bon, en laissant white, ça va aussi enlever les grilles tout simplement et ça va affecter, cela va être affecté à tous les autres graphes que nous avons dans notre base de données. Voilà, ici je peux toujours mettre white. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais essayer d'effectuer quelques modifications, par exemple, sur notre histogramme? Ça veut dire quoi? Que je vais définir un nombre de bins. Ici, par exemple, il n'y avait pas défini de bins. Donc, effectivement, ça a été remis de façon aléatoire. C'est comment dire? C'est le code qui a choisi et les bins de façon, quel est le mot? Le mot m'échappe. De façon, on va dire ça comment? Les bins sont choisis de façon par défaut. Effectivement, c'était ça le mot. Donc, ça, c'est par défaut le code attribue un nombre de bins. Maintenant, moi, je peux définir en fonction de l'ouverture de mon étude. Maintenant, je vais diminuer. Je vais prendre 10. Je vais modifier la couleur et je vais afficher un filtre, par exemple, sur les lignes. Et puis, je vais compiler, on va voir. Donc, vous voyez, j'ai diminué le nombre de bins. Par exemple, j'ai choisi 10.
Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, nous avons 10 bins. Donc là, je peux vouloir plutôt 15. C'est au choix. Donc là, ça dépend de vous. Ok, voilà, si vous comptez effectivement cela, vous aurez 15 observations. Maintenant, je peux vouloir maintenant faire afficher le KDE. Le KDE ici qui représente un paramètre qui permet d'afficher la loi de densité. Donc là, je vais essayer d'afficher la loi de densité par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Toujours, là, je peux conserver le DAG gris qui était là depuis. Ou alors, je commande tout simplement et ça me permet de conserver ce qui était là avant l'application. Voilà, donc ici, c'est un graphe qui, en fait, qui nous permet de superposer la loi de densité sur l'histogramme. Et c'est super intéressant parce que ici, on peut permettre de pouvoir et de supposer, par exemple, ces différentes lois que je veux cette donnée en fonction de ces paramètres-ci que nous avons. Ça ne fait pas l'objectif de ce travail, mais c'est intéressant maintenant. Supposez maintenant que vous souhaitez afficher la loi de densité sans que l'histogramme ne soit contenu à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement utiliser la fonction KD, maintenant toujours pris dans KDplot, KDplot, pris dans Seaborn. On définit la base de données et puis on prend le cuivre. On compile. Et là, on a l'histogramme simplement sans autre paramètre. Donc, merci déjà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Nous avons vu ensemble comment est-ce que Seaborn pouvait avoir une large gamme de possibilités. Je vous assure, essayez de vous amuser. Allez en ligne à la bibliothèque Seaborn, essayez de déterminer, de voir quelles sont les différentes fonctions qu'il y a, quelle offre, quels sont les éléments que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous cherchez. Et puis en fonction de ça, donc, vous saurez comment est-ce que vous pouvez mieux mieux approfondir vos compétences. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, à liker nos publications. Nous sommes aujourd'hui à la 8e vidéo de notre challenge. Donc, il nous reste en réalité 98 jours. 98 jours, nous allons apprendre ensemble. 98 jours, nous allons essayer d'implémenter l'intelligence artificielle dans différents secteurs d'activité. Pour le moment, nous sommes encore en train de faire les bases. Et c'est important d'avoir ces bases-là si on veut progresser. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation en ce qui concerne votre challenge, à vous personnellement aussi, parce que je sais que vous êtes en train de travailler où vous vous trouvez. Je vous souhaite à vous de poursuivre avec ce challenge et de continuer à vous d'approfondir. Si vous avez des améliorations, alors vous avez des notions que vous souhaitez qu'on aborde durant ce challenge, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Grâce à cela, donc, nous allons essayer de nous améliorer et rendre les vidéos prochaines plus intéressantes. Donc, on se retrouve donc à demain pour la 9e vidéo en ce qui concerne notre challenge 100 jours d'IA pour Geosciences. Merci.